Aujourd'hui, on va se replonger dans le monde fabuleux des courtiers en assurance qui continuent de se péter la gueule et qui nous offrent une nouvelle belle opportunité. À la gloire du marché tout-puissant, venez vous prosterner. Bullseye, bullseye, bullseye! Ce contenu, de manière parfaitement méchante et assumée, est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Il s'adresse donc à un public adulte, légalement et psychologiquement. En outre, il ne constitue en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. Donc, avant de parler un petit peu plus en détail du secteur, ce marché est comme ça, les semi-conducteurs sont au sommet du top vertical. La tech, pareil, par contre, il y a des secteurs qui sont actuellement complètement trashés. C'est le cas du healthcare, du software et, comme on l'a déjà dit ici et comme on l'a déjà actionné, de l'assurance, y compris les courtiers en assurance. Donc on est toujours en pleine narrative anti-industrie de l'assurance et en particulier des brokers en assurance. On connaît la narrative, c'est-à-dire oui, je vais demander à Claude qui me sélectionne le meilleur broker, la meilleure assurance, et du coup j'aurai plus besoin d'un broker. Genre de discours simpliste qui irait très bien dans un parti politique d'extrême droite par exemple. Le tacle. Prenez ça dans votre gueule, les droitards. Mais la vie est beaucoup plus complexe que ça, comme on va le voir quand on regardera un petit peu plus près dans cette boîte qu'on achète aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un petit truc quand même. Vous voyez que chez Citi, ils viennent de upgrader tous les gros players du secteur. Donc on reconnaîtra Marsh & McLennan qu'on a déjà en portefeuille, Brown & Brown qui est un compétiteur très proche, AJ Gallagher, more on that later, Willis Towers Watson. Ils leur trouvent tous un upside potentiel de 15% sur 12 mois. C'est en général un petit peu le benchmark des stock pickers, le 15% annuel. Le pire de la cyclicité qui est derrière, les valorisations. Les valorisations, c'est important, qui sont de retour à des moyennes d'avant le Covid, etc. Donc, il n'y a pas que moi. Bref, on continue d'acheter les brokers en assurance. Je vous présente donc aujourd'hui Arthur J. Gallagher, ticker AJG. Donc, finalement, à ma méthode, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire regarder un graphique de très long terme. Vous voyez cette espèce de stagnation là, presque pendant 10 ans, et puis cette envolée du cours parabolique, et puis ce cassage de gueule récemment à cause de cette narrative dont on a parlé, de scepticisme sur les brokers en assurance et sur le secteur de l'assurance en général. Si je descends, qu'est-ce qui est important de regarder? La top line, donc le chiffre d'affaires, vous voyez comme ça croît. Je pense que ça se passe de commentaires. La bottom line, les profits, les EPS, les bénéfices par action, les BPA, vous appelez ça comme vous voulez, de répondre à deux questions. Est-ce que ça croît? Je crois que c'est évident. Est-ce que le business est prévisible? Vous voyez que ça tape pile poil sur les attentes. Ici. Il y a fort à parier que ça va continuer ici et ici. Un truc qu'on n'a pas tellement fait les dernières fois, mais que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est de descendre un petit peu plus bas et de regarder ce que font les insiders. Et vous voyez que là, il y a un petit peu plus d'un mois, on a 3 execs d'un coup qui passent tous à l'achat. On voit que c'était aussi le cas avec un 4e exec, Monsieur Howell, 2 semaines avant. Et que même encore une semaine avant ça, il y avait encore un 5e exec qui achetait les actions de la boîte. C'est pas habituel. D'habitude sur Seeking Alpha, quand vous allez à ce chapitre de la présentation d'une entreprise, il y a rarement autant d'execs qui achètent. D'habitude vous voyez partout sell. Chose importante à dire à ce niveau-là.
On peut vendre les actions d'une entreprise pour de multiples raisons. Vous voyez, tous ces gens-là qui vendent les actions de la boîte dans laquelle ils travaillent, je sais pas, moi, peut-être qu'ils veulent se payer un nouveau yacht, ou s'ils en vendent moins, peut-être une nouvelle Ferrari. Qui sait? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'attendent à un mauvais futur pour l'entreprise. Par contre, quand on achète les actions d'une entreprise, c'est toujours pour une seule raison. C'est qu'on pense qu'elle va bien performer dans le futur proche et qu'on va se faire plein d'oseille. Donc voilà, ce tableau-là, je peux vous dire qu'il n'est pas commun dans la plupart des boîtes que j'analyse. Quand je fais ma revue de presse financière tous les jours, voire plusieurs fois par jour, parce que j'adore ça. Petit truc que j'aime bien regarder aussi, ownership, public and other. Vous voyez que c'est à peine 6,80% du flottant qui est détenu par les particuliers. J'aime que ce chiffre soit le plus bas possible. J'aime pas les particuliers, je vous le dirai jamais assez. J'aime pas les petits porteurs, j'aime pas les consommateurs, j'aime pas tout ça. Bien, excellente chose qu'une très petite proportion des titres soit détenus par le public et en écrasante majorité par les institutions. Ça, j'aime bien les investisseurs institutionnels parce que eux, ils sont rationnels. Les pairs, c'est toujours intéressant à regarder, on les a cités avant. Aon PLC qui revient souvent, qui est je crois une boîte britannique. Marsh McLennan qu'on présente plus, qu'on a acheté et qui continue de se péter la gueule. Vous allez sûrement me le rappeler. Willis Towers Watson et Brown & Brown. Donc voilà, moi à quoi je juge principalement la qualité d'une boîte, c'est la croissance des earnings et surtout la prévisibilité de la dite croissance. Vous voyez que là, eh ben c'est le cas. Alors là aussi, vite plié, donc vous voyez que le rendement affiché ici à 1,36, il est en fait de 1,4%. Pour partir à la retraite avec ça, il faudrait avoir au moins 3 millions de dollars sous gestion ou avoir peut-être juste à peu près 1 million et demi et avoir quelques années devant vous. Vous savez que c'est ma démarche, gagner juste assez de dividendes pour pas crever, mais gagner des dividendes qui croissent très vite pour que dans quelques années, votre vie devienne tout de suite bien meilleure sans rien avoir à faire. Donc, vous voyez que les bénéfices par action sont à 13,26$ et que le dividende est à 2,80$. Ils payent une fraction de leurs bénéfices en dividendes. Il y a donc toute la place pour augmenter. Si on regarde l'historique, là aussi ça va être vite vu. Alors, on dit que le streak, donc la séquence d'augmentation du dividende est de 15 ans avec eux, donc ça remonte à 2011. Vous voyez, c'est ici que ça a recommencé à augmenter de manière significative. Vous voyez que ça a toujours été le cas avant, mais je crois que si je comprends bien, il y a eu une sorte de gel du dividende pendant ces années là, 2008, 2009, 2010. Année très dure si vous vous rappelez, sortie de la grande récession, donc ils n'ont pas réussi à l'augmenter à cette époque-là. Ça me choque que moyennement, voire pas du tout. Les boîtes qui font ça en période de disette, comme John Deere est en train de le faire actuellement, gardent le dividende au même niveau pendant une année ou deux avant de recommencer à l'augmenter. Il est aussi avéré par la recherche qu'un dividende qui a augmenté pendant 15 ans sans s'arrêter va continuer à augmenter sans jamais s'arrêter, quoi. Ça, c'est ce que dit la recherche actuellement avec les éléments qu'on a. Dernière chose, là, je vais prendre sur 10 ans. Vous voyez que les augmentations sont pas monstrueuses. 65 à 70, ça fait presque du 7%. Là, c'était du 8%. Là, pratiquement peut-être du 9% environ. Donc, vous voyez que ces dernières années, ça a été une augmentation de dividende de 7, 8, 9% annuel. Pas énorme, ils pourraient faire beaucoup plus, mais ils ont sûrement des plans pour faire autre chose avec cet argent. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais bon, ça augmente bien plus vite que l'inflation et ça double facilement en 10 ans. Moi, il me faut rien de plus. Au pire des cas, vous empochez une très belle plus-value après quelques années et s'il vous faut à tout prix du rendement, et ben vous revendez une partie de vos actions et vous achetez quelque chose qui a un meilleur rendement. Par exemple,
actuellement, moi, un truc que j'ai fait, mais je vous en ai pas parlé parce que c'est pas un achat primaire, mais j'ai revendu quelque chose qui me payait du 2,5% pour acheter autre chose qui me payait du 2,8%. Pour ne pas le nommer, Abbott Labs. On en parlera peut-être à l'occasion. Magnifique entreprise de la pharma qui paye un dividende déjà plus conséquent après toutes ces années de maturité qu'elle a derrière. Voilà, le dividende de AJ Gallagher, petit mais costaud et qui pousse très vite, très fort, comme moi. La valorisation, c'est toujours le chapitre le plus important de la vidéo. Donc, regardez ce fast graph avec projection sur les 4 années à venir. Première chose à remarquer, vous voyez que le prix ici est de 220 et c'est, vous voyez peut-être pas, mais je vous le lis, le 8 avril 2026, donc il y a un mois. Entre-temps, le prix est 10% plus bas et l'entreprise a publié ses bénéfices et comme d'habitude, sur la bottom line, ils ont encore battu les attentes. Vous voyez cette ligne orange qui symbolise 22 fois les bénéfices, on est clairement en dessous. Et on va faire un petit calcul entre nous d'ailleurs, je vais sortir ma calculatrice pour vous dire à quelle valorisation on est vraiment aujourd'hui. Alors, calculator. Allez. Les bénéfices annuels pour 2026 estimés $13,26. Cours de bourse aujourd'hui de 200. Ça nous donne, boum, à peine 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, c'est ce qu'on appelle une fair value pour les boîtes de vieux papy qui croissent pas très vite et qu'on aime bien. Donc, pour une boîte qui, historiquement, je ne vous l'ai pas encore dit, se traitait à 24 fois les bénéfices, on est très en deçà. Je répète, l'analyste qui a écrit l'article dont ce fast graph est tiré leur a signé un multiple de 22, c'est la ligne orange, et on est aujourd'hui à 15. Faites vos calculs. Maintenant, un petit truc intéressant de noter pour la prévisibilité des résultats, vous le voyez là sur la droite. Ils font mieux 27,27% du temps. Ils tapent pile poil dedans 72,73% du temps. Et jamais ils font moins bien que ce qui était prévu. Bref, il y a tout pour penser que cette croissance va continuer comme elle est là. Si vous regardez ce à quoi s'attendent les analystes, 2025 était pas terrible. 5,95%. Je sais pas si vous voyez, on va mettre un peu plus gros. 2026, 23,67%. L'année prochaine, plus de 12%. L'année 2028, toujours plus de 12%. 2029, 15%. Et 2030, ils s'attendent toujours à 15%. Bon, c'est une sorte de taux de croissance terminal à partir de 2029 qui serait à 15,21%. Ça va encore changer. On voit qu'il y a bien sûr de moins en moins d'analystes qui font des projections aussi lointaines. Mais rappelez-vous que l'entreprise fait systématiquement tout le temps mieux que ce qui est prévu. Donc là aussi, il y a toutes les raisons d'attendre que du bonheur pour la suite et des résultats futurs qu'on ne paye pas cher du tout pour le moment. Je l'ai attendu longtemps ce seuil des $200. Si vous voyez ce que je positionne là, vous voyez que cette ligne horizontale des $200, elle a été résistance quand on était ici, elle est par la suite devenue support ici, et puis après il y a eu cette envolée suivi de ce cassage de gueule pour un retour sur ce fameux seuil fatidique des $200. Moi bien sûr j'ai acheté à $200 et évidemment ce soir elle clôture encore plus de $3 en dessous. Tant mieux, si j'ai encore un peu de pognon à la fin du mois, j'en achèterai un petit peu plus. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, c'est ce support horizontal. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que
ce qui influence le cours de bourse à court terme, alors déjà ils sont en train d'acheter une boîte qui s'appelle Assured Partners, et vous savez comment c'est sur le marché, quand une boîte en achète une autre, le marché regarde combien ça a coûté à la boîte, et tout de suite il retranche ça du cours de bourse, parce que un truc dont on est sûr, c'est que ce pognon a été dépensé. On ne sait pas comment sera l'exécution, on ne sait pas ce que ce M&A, Merger Acquisition, va amener par la suite pour les bénéfices de la boîte. Donc, entre le certain, ce que ça a coûté, et l'incertain, ce que ça va ramener, le marché tranche toujours pour le certain à court terme. Ça se voit particulièrement sur Meta, par exemple, qui est une boîte incroyable, qui fait que de péter à la hausse, qui est visionnaire, etc. Mais à chaque fois qu'elle annonce qu'elle achète quelque chose, vous voyez tout de suite que le marché fait que le cours de bourse se pète la gueule, d'autant que ce qu'elle a dû débourser pour acheter. Donc voilà, ça c'est pour Arthur J. Gallagher. Autre chose, il y a eu annonce de résultats récemment. Alors vous voyez là, c'est en rouge, ça fait moche. Ils ont soi-disant, entre guillemets, raté les attentes pour la top line, donc le chiffre d'affaires. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, ils ont raté, entre guillemets, de 10 millions sur un chiffre de 4,76 milliards. C'est immatériel. Des ordres de grandeur pareils, ça entre dans la catégorie hit, c'est-à-dire ils ont tapé les attentes exactement comme elles étaient prévues. Pareil avec ce beat que vous avez ici de 4 cents sur une attente de 4,47$, donc 1%. Pareil, immatériel. Et vous voyez, si vous regardez un petit peu plus en arrière, ce qui s'est fait par le passé, voilà, il y avait double beat, mais aussi par des amplitudes immatérielles pour les chiffres dont on parle. Ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart du temps, ils tapent exactement les attentes comme prévu, et la réaction du cours du titre après les résultats est pas énorme. Nous sommes le 6 mai 2026 et je viens d'acheter Arthur J. Gallagher, ticker AJG en français, AJG, à $200 et 54 cents. Faites du pognon, à la prochaine. Che para atrás no se va. Echa pa'lante.